Le trop-plein de règles impératives concernant la société anonyme était régulièrement dénoncé par les acteurs économiques. Le souhait avait été exprimé d'une forme sociale souple pour réaliser des montages sociétaires tels que des filiales communes ou des filiales exclusives, des transmissions du patrimoine sans perte du pouvoir de gestion ou encore des structures de contrôle de groupes familiaux. Ainsi, la holding groupe Arnaud, qui coiffe LVMH, est une SAS. Pour répondre donc à cette demande, le législateur a créé en 1994 la SAS, Société par action simplifiée. À la différence des lois récentes de simplification qui déplacent la complexité plutôt qu'elles ne la suppriment, la simplification de la SAS est bien réelle. Et à vrai dire, c'est l'exact contraire de la société anonyme. Dans la SA, l'essentiel est imposé par le statut légal et la liberté contractuelle est résiduelle. Dans la SAS, au contraire, l'essentiel est contractuel et les règles impératives sont réduites au maximum. Les faits, en quelque sorte, se sont penchés sur le berceau de la SAS. À part la possibilité d'offrir au public ses titres et donc d'être une société cotée, la SAS est dotée de tous les atouts. Et on va le voir en abordant successivement la constitution de la SAS, son fonctionnement et la question de la régulation de l'actionnariat. En premier lieu, donc, la constitution de la SAS. Dès la constitution, la souplesse de la SAS est très nette. D'abord, il n'y a aucune règle concernant les associés. Ils peuvent être plusieurs, sans limitation, sauf en pratique la limitation de pouvoir faire appel public à l'épargne. Il peut aussi n'y avoir qu'un seul associé. Et la SAS est alors une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle. Les associés peuvent indifféremment être des personnes morales comme des personnes physiques. Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. La qualité d'associé de SAS ne confère pas celle de commerçant. Ensuite, le capital est fixé librement, lui, par les statuts. Il peut être symbolique, il peut même être variable. Tous les types d'apports sont autorisés, en numéraire, en nature, soit en propriété, soit en jouissance, soit même encore en industrie. L'objet social de la SAS doit être défini dans les statuts. Il peut être civil comme commercial, mais la SAS, en tant que telle, est toujours une société commerciale par la forme. Enfin, les formalités de constitution et d'immatriculation sont celles ordinaires pour une société anonyme. Si la SAS est créée par transformation d'une autre forme sociale, il est exigé une décision prise à l'unanimité des associés. Pour éviter les fraudes, tel est également le cas lorsqu'une SAS absorbe et fusionne avec une société anonyme. La grande liberté statutaire offerte par la SAS peut modifier sensiblement les droits des associés, ce qui suppose bien évidemment l'accord de tous. En second lieu, il faut préciser le fonctionnement de la SAS. L'organisation interne de la SAS est essentiellement définie par les statuts. Le législateur n'a proposé aucun modèle de fonctionnement et n'a posé que des directives très sommaires. Ainsi, le seul organe expressément requis par la loi est le président. La SAS peut donc être dirigée par une seule personne, et il peut tout à fait s'agir d'une personne morale. Pour le reste, les statuts déterminent librement son mode de nomination et son statut. Par exemple, il est possible de prévoir par avance un roulement de la qualité de président entre associés, ou même de prévoir que le président devra toujours être un tiers à la société. Le président est le représentant légal de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter vis-à-vis des tiers. Outre le président, les statuts peuvent prévoir d'autres organes, collégiaux ou non, de direction, mais aussi de contrôle de la gestion. Une SAS peut tout à fait, par exemple, se doter, si elle le souhaite, d'un conseil de surveillance. Les statuts sont libres aussi de prévoir les modes de nomination, de révocation, la durée des mandats, l'étendue des pouvoirs, les modalités de décision. Très souvent, il est aussi prévu un directeur général et des directeurs généraux délégués. Les statuts peuvent prévoir que ces autres organes dirigeants
ont compétence pour engager la société à l'égard des tiers. Dans les SAS qui organisent une filiale commune, il est fréquent de prévoir un organe collégial qui décide à l'unanimité pour certaines décisions importantes. La révocation des dirigeants doit être soigneusement pensée, car en effet, aucune règle n'est posée par la loi. Il est possible de prévoir la révocation ad nutum, ou au contraire, de prévoir l'exigence d'un juste motif. On peut trouver aussi des hypothèses de révocation fondées sur la survenance de certains événements, baisse du chiffre d'affaires ou objectif non atteint par exemple. La seule limite est celle de l'abus dans la révocation, comme pour la société anonyme. La révocation en effet ne doit pas être vexatoire, brutale ou injurieuse. La rémunération également est laissée à la liberté statutaire. À la différence de la société anonyme, la rémunération des dirigeants de SAS n'est soumise à aucune publicité, ce qui est un avantage de discrétion. Autre avantage par rapport à la société anonyme, les mandats exercés dans une SAS ne sont pas comptés dans les mandats soumis aux règles de cumul, ce qui permet de les multiplier librement. D'une manière générale, les règles de limite d'âge ou de parité de la société anonyme ne sont pas applicables à la société par action simplifiée. Autre avantage, il est possible de cumuler un mandat de dirigeant avec un contrat de travail. Quant à la fiscalité, la situation des dirigeants de SAS est aussi avantageuse que celle des dirigeants de sociétés anonymes. D'une part, leur rémunération est assimilée à celle des salariés, et d'autre part, ils bénéficient pour l'ISF de l'exonération au titre des biens professionnels. La situation des dirigeants de SAS est également identique à celle des dirigeants de sociétés anonymes en matière de responsabilité civile et pénale. Par exemple, l'abus de biens sociaux ou la présentation de bilans inexacts sont réprimés au sein de la société par action simplifiée. Les sociétés par action simplifiée connaissent aussi la même liberté quant aux décisions collectives. À vrai dire, la loi impose seulement une décision collective pour les décisions de modification du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, d'approbation des comptes annuels et d'affectation des bénéfices. Si on exclut donc ces décisions, pour le reste, les statuts déterminent les règles de quorum et de majorité comme elles l'entendent. Ainsi, il est tout à fait possible de prévoir une disproportion entre droit de vote et quotité du capital, avec par exemple des actions à droit de vote multiples. Toutefois, dans un souci de protection, la modification de certaines clauses statutaires est encadrée par la loi. Il est exigé l'unanimité pour l'agrément des cessions, pour l'inaliénabilité des actions, ou l'obligation d'informer la SAS du changement de contrôle d'une société qui en est l'associé. Enfin, dernière caractéristique essentielle de la SAS, la possibilité qu'elle offre d'opérer une parfaite régulation de l'actionnariat. La possibilité d'exercer une police de l'actionnariat est un avantage très apprécié de la SAS. La loi, en effet, permet à la SAS d'adopter des clauses statutaires destinées à maîtriser les cessions d'actions et le maintien de la qualité d'actionnaire. Plusieurs clauses sont permises. Les clauses d'inaliénabilité, tout d'abord, sont autorisées. C'est là une particularité remarquable de la SAS que de pouvoir imposer aux associés une interdiction de céder leurs actions. Cette possibilité est prévue par la loi, mais encadrée, car l'inaliénabilité ne peut excéder 10 ans, et surtout elle doit être justifiée par un intérêt légitime et sérieux. Toute cession intervenue en violation de cette clause d'inaliénabilité est nulle. L'intérêt de cette disposition est généralement d'assurer la stabilité d'un noyau dur d'actionnaires. Elle peut ne concerner que certains d'entre eux, ou ne concerner qu'un pourcentage des participations, ou encore ne concerner que les cessions à l'égard de certaines personnes. D'autre part, la SAS peut prévoir des clauses d'agrément pour toute cession. La logique est alors la même que dans les SARL, il s'agit de conserver l'entre-soi en se réservant la possibilité de filtrer les associés entrants. Les statuts peuvent désigner l'organe compétent pour se prononcer sur l'agrément ainsi que les modalités du vote.
Une autre clause fréquente dans les statuts de la société par action simplifiée est la clause de préférence. Il s'agit, dans le cas où l'un des associés souhaite céder ses actions, de donner aux autres associés un droit de priorité pour les acquérir. Enfin, dernière clause courante dans la SAS, la clause d'exclusion. Il est possible de prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Les statuts doivent organiser les modalités de cette exclusion, et notamment définir les événements ou les hypothèses pouvant donner lieu à exclusion. L'organe compétent pour décider de l'exclusion doit être également précisé, sachant que l'associé concerné a le droit d'exercer sa défense et de voter contre son exclusion. On le voit, la SAS est l'incarnation de la souplesse. Et d'ailleurs, s'il fallait lui trouver un seul défaut, ce serait celui-ci, cette souplesse. En l'absence de régime spécifique, il faut impérativement être très prévoyant et rigoureux dans la rédaction des statuts. Car la liberté peut être un piège pour ceux qui ne savent pas l'utiliser à la bon escient.